chaire que j'occupe au collège. Il est attaché d'enseignement et de recherche. Il est l'auteur d'une thèse très originale et qui sera publiée sur le marché du travail, le travail universitaire et son organisation et ses carrières en Angleterre, et au Royaume-Uni plus exactement, qui est un lieu de transformation rapide et important à grande échelle de ses carrières. C'est le sujet de son exposé aujourd'hui. Et il a fait cette thèse sous la direction de Christine Musselin à Sciences Po. Je tiens aussi, il a une formation d'ingénieur au départ, mais il a été attiré vers les sciences sociales et nous l'accueillons évidemment d'autant plus volontiers qu'il a fait ses preuves brillamment. Et je veux aussi vous signaler qu'avec Simon et Colin Marchica, qui fait partie de cette petite équipe avec moi, nous allons organiser le 2 juin prochain une journée dont Simon a été largement responsable sur Big Data, entreprise et sciences sociales, usage et partage des données numériques de masse, cette journée à laquelle vous êtes bien entendu conviés. Je pense qu'elle sera passionnante. Mais pour l'instant, nous allons nous passionner pour son exposé. Je lui cède tout de suite la parole. Merci Pierre-Michel de m'avoir invité à ce séminaire. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai été programmé une semaine après le passage d'Yves Gingras, qui lui aussi traitait de l'évaluation dans les sciences. Donc du coup, je m'appuie sur son intervention pour prolonger un petit peu cette exploration du monde universitaire. Alors, je vais résumer un petit peu les points qu'il a avancés pour ceux qui n'étaient pas là. Il a montré que l'évaluation de la recherche, ce n'était pas quelque chose de nouveau, qu'on en trouvait des traces dès l'institutionnalisation des sciences au XVIIe siècle et même avant. Il a décrit dans son intervention un tournant qui s'est opéré autour des années 1980, qui est caractérisé par 2 grandes évolutions. Premièrement, une évolution de l'évaluation scientifique elle-même qui jusqu'alors était restreinte aux individus, aux chercheurs, et qui s'est imposée petit à petit aux institutions de recherche, alors les universités, les départements, les revues, mais aussi les formations. Et la deuxième grande évolution, c'est que le modèle de l'évaluation collégiale par un comité de pairs est de plus en plus concurrencé par une approche quantitative, par des mesures, des indicateurs et des classements. Aujourd'hui, ce que je propose de faire, c'est de poursuivre donc, cette exploration en adoptant une approche différente, non pas une approche de sociologue des sciences ou d'historien des sciences qui consiste à se demander comment fonctionne l'évaluation dans le monde de la recherche, mais une approche de sociologue du travail. Et mon point de départ, c'est que font les universitaires quand ils travaillent et comment s'évaluent-ils. Et là, du coup, l'approche peut se définir en 2 points. Le premier point, vous l'aurez deviné, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur l'évaluation de la recherche, mais de tout un faisceau de tâches hétérogènes qui composent le travail universitaire. Je reviendrai sur le contenu composite du travail universitaire dans quelques instants. Et deuxièmement, le deuxième point qui caractérise l'approche d'aujourd'hui, c'est qu'on va examiner de plus près les liens entre évaluation du travail et carrière individuelle. Généralement, quand on évalue un individu au travail, c'est dans une optique d'incitation ou de sanction ou dans une optique de décider de son déroulement de carrière. Mais de fait, les sociologues ont découvert qu'il n'y avait pas toujours de lien direct entre évaluation et carrière, et c'est une chose que je vais montrer, mais il faut rentrer un peu dans les subtilités des mécanismes pour comprendre ce qui se joue. Donc, l'argument principal que je vais défendre aujourd'hui, c'est que l'évaluation académique a connu un autre tournant dont n'a pas parlé Yves Gingras la semaine dernière, qui également s'est déroulé à peu près aux années 1980, qui est lié à la managérialisation des universités. C'est un mot un peu particulier que je vais illustrer avec des faits concrets. Et ce tournant est le suivant, c'est que l'évaluation du travail universitaire est de moins en moins confinée à ce qu'on appelle des comités de pairs.
en anglais peer review process, et que cette évaluation du travail universitaire est de plus en plus encadrée par un outillage organisationnel. Donc l'objectif, c'est de comprendre comment s'articulent ces deux versants, paritaires et organisationnels, de l'évaluation du travail et quelle est leur influence respective sur les carrières. Ça, c'est une question qui a été abordée à peu près depuis une trentaine d'années, notamment par des travaux sociologiques, notamment aux États-Unis, qui ont porté non uniquement sur les sciences, mais aussi sur différents secteurs de l'économie, l'industrie, les services. Et ils ont montré que la mise en place d'outils modernes de gestion du personnel élargissait le contrôle des employeurs sur leurs employés. Ils appellent ça un contrôle bureaucratique. Et ça, c'est un phénomène qui est intéressant parce que aussi bien les sociologues marxistes que des sociologues pas du tout marxistes qui se réclament d'une autre approche qui s'appelle l'approche néo-institutionnaliste convergeaient sur ce point, ce qui est assez rare. Donc, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on observe un peu le même processus de contrôle bureaucratique dans le monde des sciences ? Donc, dans un premier temps, je présenterai la conceptualisation du travail universitaire que peut en faire la sociologie. C'est un chantier relativement nouveau et très prometteur. Et dans cette première partie, j'estimerai la place qui occupe précisément le travail d'évaluation des pairs. Ensuite, dans une deuxième partie, j'essaierai de montrer qu'il y a de nouvelles formes d'évaluation qui sont plus bureaucratiques ou plus managériales, qui sont venues progressivement se superposer au modèle traditionnel de l'évaluation par les pairs. Et enfin, dans une troisième partie, j'essaierai de montrer comment l'outillage gestionnaire mis en place par les universités peut influencer à la fois les carrières individuelles, mais aussi disons, la morphologie de la profession universitaire en général. Pour ces deuxième et troisième parties, je m'appuierai précisément sur la thèse qu'a citée Pierre-Michel Menger, pour laquelle j'ai mené une enquête dans un pays qui est proche de nous, c'est le Royaume-Uni. Alors, la première étape, c'est un travail de caractérisation du travail universitaire. On peut considérer que tous les emplois qui existent sont hétérogènes. On ne passe pas les 8 heures de sa journée ou les 7 heures de sa journée de travail à faire strictement la même chose, sauf dans certains emplois très taylorisés. Mais une des caractéristiques qui a été souvent soulignée quand il s'agissait de caractériser le travail universitaire, c'était qu'on pouvait le considérer comme un travail particulièrement multifonctionnel. Donc là, je cite Christine Muslin. Et une des façons très courantes de présenter ce caractère composite, c'est d'évoquer cette triade que j'indique ici, l'enseignement, la recherche et l'administration, qui est en fait une reprise des catégories à la fois administratives, mais aussi des catégories qui sont mobilisées par les universitaires eux-mêmes quand ils parlent de leur travail. Alors pour indiquer que ce sont des catégories administratives, j'ai repris ici, c'est un exemple, un formulaire d'évaluation d'un universitaire britannique que j'avais interviewé et qui m'a donné ce document. Et là, j'en reproduis un petit morceau. Ça demande, bon voilà, combien de jours de votre temps de travail allez-vous attribuer aux 3 activités suivantes, les activités d'enseignement, de recherche et d'administration. Donc on voit bien l'importance de cette triade. En réalité, derrière cette triade, on peut encore décomposer plus loin et voir un faisceau de tâches très hétérogène, puisque quand on comptabilise comme l'enseignement comme heure de cours données, souvent on ne comptabilise pas toute une série de tâches, comme par exemple mettre en place de nouveaux cursus, refondre une maquette, assurer le suivi des étudiants en stage, corriger des copies, etc., etc. De même, la recherche est souvent comptabilisée comme, c'est ce qu'avait montré Yves Gingras la semaine dernière, comme une quantité de publications. Mais en réalité, ce sont aussi des tâches qui demandent d'écrire des projets de recherche, de solliciter des financements, d'animer des projets une fois qu'ils sont financés, d'assurer leur suivi administratif, de s'investir dans le transfert de technologies, etc., etc. Et enfin, le troisième terme, donc le terme d'administration, c'est le plus intriguant. C'est une sorte de catégorie résiduelle dans laquelle il y a toute une sorte
d'activités professionnelles. Julien Barrier, qui est maître de conférence à Lyon, a évoqué une façon de conceptualiser toutes ces tâches, c'est de parler de travail d'articulation. Ce sont toutes ces tâches justement qui font le lien entre l'enseignement et la recherche, donc des responsabilités, des tâches qui permettaient d'articuler un projet d'enseignement à un projet de recherche. Mais il y a aussi des tâches administratives très hétérogènes, des responsabilités administratives, par exemple être directeur d'un département ou d'un laboratoire. Et quand on interroge les universitaires, on s'aperçoit qu'ils se plaignent souvent d'avoir à siéger, ça c'est quelque chose qui m'a intéressé, d'avoir à siéger à des comités. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et c'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps à siéger à des comités. Alors il y a les comités dédiés à la gouvernance de l'établissement et ceux qui nous intéressent beaucoup plus aujourd'hui, qui sont en fait des comités qui participent à ce que j'appelle la reproduction du corps académique, c'est-à-dire des comités dans lesquels vont s'effectuer des opérations d'évaluation par les pairs. Donc sélection des candidats pour recrutement, promotion, mais aussi attribution de fonds de recherche, de prix, mais aussi des comités de relecture qui font des expertises sur les travaux à publier ou à refuser à publication. Et puis, enfin, des comités qui servent à l'évaluation des prétendants à la profession. C'est très important. Alors, je vous propose de considérer un instant un point de vue assez courant sur ce travail de comité et qui provient d'un professeur à Harvard, un professeur de lettres. Donc, je le cite ici à titre, on va dire, d'acteur du monde social qu'on cherche à examiner. Alors voilà ce qu'il dit dans une revue qui s'appelle Harvard Magazine, donc c'est une revue d'opinion. La plus importante fonction du système n'est pas la production de connaissances, c'est la reproduction du système. C'est-à-dire, si on veut le dire d'une manière différente, la fonction la plus importante du système, c'est la production des producteurs. Alors c'est un point de vue évidemment, mais si on passe du discours aux statistiques, on s'aperçoit qu'en effet, il y a une grande partie du travail universitaire qui est dédiée à la reproduction du corps. Alors là, il y a un petit souci de compatibilité de logiciel, mais ce n'est pas grave, il suffit de me suivre. Alors, l'éclairage statistique, je le fais à partir du cas de la France, parce que je pense que ça va un peu plus nous parler. En France, chaque année, il y a à peu près 12 à 13 000 thèses soutenues. Et il y a un dispositif qui s'appelle la qualification pour pouvoir candidater à des postes. Et chaque année, il y a environ 20 000 dossiers reçus parce qu'un individu diplômé peut envoyer plusieurs dossiers dans différentes disciplines. Quand on regarde le système qui embauche les docteurs, là je ne regarde pas l'entièreté du système puisqu'il n'y a pas la recherche privée. Et j'ai fait figurer un seul établissement public de recherche, c'est le CNRS. Il y a aussi l'INRA, etc. etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a chaque année à peu près 3000 postes d'enseignants-chercheurs à l'université qui ouvrent. Et les statistiques montrent qu'en 2012, par exemple, il fallait traiter 67 000 candidatures, ce qui n'est pas rien. Ça, c'était les candidatures pour le recrutement, mais il y a aussi des candidatures pour la promotion, des gens qui sont déjà à l'intérieur du système. Et il y a, selon mes calculs, 20 000 candidatures à traiter chaque année. Donc déjà, on arrive à 67 000 plus 20 000, pas loin de 90 000 candidatures à traiter chaque année. Et au CNRS, c'est un organisme qui est quand même plus petit que l'université en général. Il y a 300 postes de chercheurs chaque année qui ouvrent. Il y a encore 10 ans, il y avait bien plus de postes, mais il y a une compression des effectifs. Donc il y a 2 ans, il y avait 8000 candidats. On ne connaît pas le nombre de candidatures, mais on peut aussi s'attendre à ce qu'un candidat émette plusieurs candidatures selon les disciplines. Et 786 promotions, donc probablement plus de 1000 candidatures à traiter. Donc en tout, on a un système
où la part de l'évaluation est particulièrement importante et on peut évaluer à au moins 100 000 dossiers à traiter chaque année pour assurer la reproduction du système. Donc en équivalent temps plein, le travail d'évaluation est évidemment très difficile à mesurer, mais en tout cas forcément assez important, sachant qu'en plus, traiter un dossier, ça n'est pas fait par une personne, c'est fait par généralement un comité de pairs, c'est-à-dire une commission de 5, 10 personnes. Donc en réalité, un dossier, c'est 10 expertises, donc 100 000 dossiers, c'est peut-être 1 million d'évaluations. Donc on imagine un petit peu la part de l'évaluation dans le système d'enseignement supérieur et dans les carrières des universitaires. Les universitaires sont précisément des travailleurs qui, tour à tour, sont évalués et tour à tour sont évaluateurs. Il y a d'ailleurs une temporalité intéressante, c'est qu'en début de carrière, ils sont fréquemment évalués, puis plus la carrière se confirme, plus il va y avoir une prédominance du rôle d'évaluateur. C'est le phénomène que Michel Lamont a appelé les gatekeepers. Les personnes qui sont confirmées dans le système vont être ceux qui vont ouvrir ou on va dire contrôler l'accès à la profession. Revenons un petit peu au caractère composite du travail universitaire. Qu'est-ce qui se passe quand un jury se réunit à l'occasion d'un recrutement ou d'une promotion ? Eh bien, l'évaluation porte généralement sur un peu toutes ces dimensions à la fois. Et pour s'en convaincre, il suffit d'examiner par exemple le contenu d'un CV académique, qui est un curriculum vitae d'une espèce assez curieuse, et que mettent les universitaires dans leur CV. Alors là, il y a un exemple, mais de manière générale, quand j'ai recueilli 200 CV d'universitaires que j'ai ensuite codés dans une base de données et j'ai une certaine connaissance de la structure de ces documents qui est extrêmement variable, mais dans lesquels on trouve aussi quand même des régularités. Il y a généralement une section responsabilité pédagogique et enseignement, une section recherche, c'est assez normalisé, et on trouve aussi des rubriques moins standardisées qui visent à valoriser un ensemble de responsabilités administratives. Mais on trouve aussi, et c'est pour ça que je fais figurer, on ne voit rien, mais cet extrait de CV, des tâches d'évaluation à l'intérieur du CV. C'est-à-dire que là, ici, c'est un exemple d'un universitaire anglais. Son CV fait 84 pages. Voilà un petit peu la particularité des CV universitaires, c'est qu'ils ne tiennent pas en une page ou deux. Ils font souvent 10, 20, 40 pages. Ça, c'est un cas un petit peu extrême. Et cet universitaire anglais a fait figurer à la page 82 ses fonctions de participation à des comités de sélection, de recrutement, de promotion et des comités de thèse un peu plus bas dans la liste. Donc, à en croire ce CV, le fait d'évaluer est lui-même un critère potentiel d'évaluation. Dans tous les cas, dans le modèle du comité de pairs, on évalue simultanément des différentes composantes du travail universitaire, et cela ne va pas sans poser de problème puisque ces activités sont incommensurables. On ne peut pas, par exemple, mettre en équivalence la valeur d'une publication et celle d'une heure de cours. Une heure de cours, ça vaut combien de publications? C'est impossible de raisonner dans ces termes-là. Mais en pratique, il y a des arbitrages, des pondérations dans ce qu'on pourrait appeler la cuisine des comités. Et c'est Michel Lamont qui a fourni en 2009 une étude de ce fonctionnement dans un ouvrage qui s'appelle « How Professors Think ». Alors selon elle, la meilleure façon précisément de comprendre les logiques et les effets de l'évaluation académique, c'est d'ouvrir cette boîte noire du jugement des pairs et d'observer en ethnographe, et comme elle a fait, les discussions et les délibérations des comités. Mais si on en reste là, tout se passe comme si il y avait une décision, un jugement qui se faisait en une fois lors de la rencontre des pairs dans un comité.
comme si tout était confiné dans ce comité. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est de regarder ce qu'on observe quand on sort précisément du comité. Alors, voilà la deuxième partie de mon intervention, c'est sur justement la fabrique organisationnelle de l'évaluation académique. Donc l'enquête que j'ai faite, donc c'était au Royaume-Uni. L'intérêt du Royaume-Uni, c'est que précisément, c'est un laboratoire de la managérialisation des universités. Depuis les années 90, un exemple de cette part importante du management et de l'administration, la part des employés non académiques dépasse celle des enseignants et des chercheurs au sein de l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas anodin. L'un des aspects les plus remarquables de ce développement administratif, c'est l'apparition d'un nouvel acteur, la gestion des ressources humaines dans les universités. Le dépouillement d'archives que j'ai fait dans 2 établissements a très éloquemment montré que dans les années 70, il y avait des petits bureaux qui s'appelaient Personnel Services et dont le travail se résumait à la tenue des fiches de paie et des dossiers du personnel par quelques employés administratifs, 3 ou 4 maximum. Aujourd'hui, j'ai pu y aller, j'ai pu interviewer les gens qui y travaillaient. Ces services s'appellent des Human Resource Department. Ils comptent plusieurs dizaines d'employés, 40, 50, et ils comportent des experts en gestion des ressources humaines, très qualifiés, professionnels, qui occupent des postes et dont le travail est de réformer toute une partie du système, précisément du système de reproduction du corps académique. Donc le Royaume-Uni est un cas idéal pour analyser la coexistence d'une profession autorégulée et des modalités de gestion des ressources humaines. Et donc l'enquête que j'ai faite, ça a été de focaliser sur 2 établissements très différents. Le premier, c'est un institut technique fondé dans les années 70 et qui est situé à la banlieue de Londres. Et il est très clairement situé en bas de la hiérarchie de prestige, on revient toujours aux mêmes choses, des établissements au Royaume-Uni. Le deuxième, j'ai choisi une université plutôt orientée recherche, qui est située dans les Midlands et qui est une des plus réputées du pays. Donc ça permet d'avoir beaucoup de contrastes entre les établissements. J'ai procédé par entretien, j'ai dépouillé des archives institutionnelles et j'ai fait une analyse quantitative des carrières des universitaires. Vous allez voir que ça sert pour comprendre l'effet de l'évaluation sur les carrières. Autre précision, l'enquête a porté sur les disciplines des sciences humaines et sociales. Ça a des implications positives et négatives, mais l'important, c'est que c'est un univers professionnel qui a l'avantage d'être caractérisé par la prépondérance d'enjeux strictement académiques dans les carrières. Il y a très peu de commercialisation des sciences. Voilà. Alors, passons à ce qu'a pu révéler cette enquête. Donc, dans cette partie-là, je vais étager le raisonnement. Le premier étage, c'est ce qui se passe dans les départements. Et le deuxième étage, c'est ce qui se passe au niveau de l'université. Alors, je vais parler d'abord de ce que j'appelle le micromanagement au niveau des départements. Là, je vais vraiment focaliser sur des interactions entre collègues, vraiment dans une sorte d'évaluation quotidienne et chaude, entre guillemets. Et ensuite, la deuxième phase, c'est quelque chose d'un peu plus froid, de plus distant. C'est en gros je reprends une expression de Gilbert de Tersac, un travail d'organisation qui est effectué au niveau des services administratifs de l'université et qui en fait est très très peu habité par des interactions directes entre individus. Donc voilà pour le premier étage. Le micromanagement dans les départements, il existe depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui est devenu un véritable phénomène depuis à peu près les années 80. Il faut savoir qu'en Angleterre, le gouvernement de Margaret Thatcher a été élu en 1979. Avant, c'était un gouvernement travailliste. C'est ensuite un gouvernement conservateur. Très très rapidement, ce gouvernement conservateur a publié des rapports qui définissent une nouvelle vision de l'université. C'est une véritable révolution
dans les manières de penser l'université est pensée comme une entreprise et il voudrait que les universités elles-mêmes pensent leurs activités comme les activités d'une entreprise. Et une des conséquences, précisément, ça a été d'affirmer le rôle managérial d'une figure qui existait déjà mais qui se transforme, c'est celle du directeur de département. Le directeur de département doit devenir une sorte de directeur de PME qui gère un petit peu son personnel comme on gère dans une PME. De fait, bon, ça c'est le discours, mais aussi dans les pratiques, ça s'est quand même peu à peu transposé. Et une autre chose qu'a apporté ce gouvernement, ou qu'a imposé ce gouvernement, c'est de nouveaux dispositifs qui se superposent à l'évaluation qui se faisait et qui se fait toujours en comité de pairs. Donc le comité de pairs, c'est plus l'instance unique d'évaluation, il y a des nouveaux dispositifs qui se sont développés. Alors en voici 3. Le premier, c'est l'entretien annuel d'évaluation individuelle. C'est une technique standard que vous connaissez probablement si vous avez été employé dans une entreprise, puisque c'est une technique standard de ressources humaines en entreprise et qui a été importée progressivement dans les universités du Royaume-Uni au cours des années 80-90. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Research Assessment Exercise, le RAE, qui est une évaluation quinquennale de l'ensemble des unités de recherche du Royaume-Uni. Yves Gingras l'a évoqué la semaine dernière. Et de fait, si c'est une évaluation des collectifs de recherche, de fait, elle donne lieu à un examen des travaux de chaque membre du département. Donc en fait, c'est aussi une évaluation individuelle qui ne dit pas son nom. Et ensuite, un troisième dispositif qui est apparu plus dernièrement, c'est la formation des enseignements, la formation des enseignants qui agit, je vais le montrer, comme une certification et qui donc introduit aussi une nouvelle qualité qui permet de différencier les universitaires les uns les autres. Alors, si on revient aux années 70, quand on regardait une carrière d'universitaire, il était possible à l'époque, une fois recruté, de n'être jamais évalué jusqu'à la retraite, par exemple si l'on ne se présentait jamais candidat à la promotion. Et même ceux qui atteignaient le grade ultime de professeur pouvaient n'avoir été évalués que 2 fois, donc 2 fois dans une carrière. Avec ces dispositifs, il y a une multiplication des occasions de ce que j'appelle la mise en dossier des individus, qui instaure de facto un régime d'évaluation continue. Ça, c'est une nouveauté. Il y a une sociologue de la gestion qui s'appelle Barbara Townley, qui a écrit un papier en 1993 et qui montrait assez judicieusement que ces mises en dossier alimentaient ce qu'elle appelle, elle est foucaldienne, elle a repris une idée de Michel Foucault, elle appelait ça un panoptique informationnel, c'est-à-dire une sorte de technologie dans laquelle toute l'information converge vers une personne, et en l'occurrence là, c'est toute la masse d'informations des dossiers individuels qui convergent vers le directeur de département, qui peut donc plus aisément construire un jugement quotidien de la qualité des membres de son équipe. Alors, ce que met en évidence mon enquête, c'est que les directeurs de département prennent appui sur ces 3 dispositifs qui existent pour évaluer, coter et qualifier les individus. Donc l'entretien d'évaluation individuelle, pour eux, c'est une occasion d'interaction verbale formelle avec tous les membres du département, et ça leur sert à négocier leur service d'enseignement de l'année à venir, qui peut être plus ou moins légère ou plus ou moins handicapante. Donc la modalité de service existe depuis plus longtemps au Royaume-Uni qu'en France. Ensuite, lors de la préparation du dossier à soumettre à ce grand exercice d'évaluation qu'est le Research Assessment Exercise, les directeurs de département opèrent une sorte de casting de l'ensemble des membres de leur département
pour les classifier en deux catégories. Alors la première, c'est la catégorie des Research Active, et ce sont donc les membres du département qui sont jugés assez actifs en recherche pour être inclus dans l'exercice d'évaluation. Et puis la deuxième catégorie, évidemment, ce sont les non-active, et ces gens sont sujets à une sorte d'étiquetage social qui ne leur permet pas d'envisager beaucoup de développement de carrière par la suite. Ça peut même être une sanction. Et enfin, la certification des enseignants, elle joue parce que les directeurs de département peuvent utiliser la non-certification également comme une sanction de carrière et bloquer les carrières de certains de leurs subordonnés. Donc voilà pour le premier étage. Il y a donc un phénomène d'instauration progressive d'une évaluation continue et puis l'importance accrue du directeur de département. J'ai oublié de vous donner les exemples. Je passe rapidement, sinon je n'aurai pas le temps de terminer. Voilà une photo qui parle beaucoup, que j'ai trouvée dans les archives. C'est le poids du Research Assessment Exercise. Chaque université doit préparer des dossiers très très importants. Et là, c'est des extraits d'entretien qui montrent que justement le fait d'être classé Research Passive ou non-active peut bloquer des carrières. Bon, mais passons tout de suite au deuxième étage. Le deuxième étage, c'est donc la partie, je dirais, la plus immergée de l'iceberg. Et c'est surtout le dépouillement d'archives d'établissements qui m'a permis de révéler toute une gamme d'activités assez discrètes qui relèvent, selon moi, de ce que j'appelle un travail d'organisation. Et je reprends donc l'expression à Gilbert de Tersac qui désigne tout ce qui contribue par une production normative quotidienne à organiser, à structurer les actions et à définir un certain ordre social. Alors voilà, ça joue à trois niveaux. Premièrement, c'est un travail qui redéfinit la nomenclature des postes. Deuxièmement, un travail de production de normes et de critères préétablis qui doivent être utilisés par les évaluations. Et troisièmement, une prescription des opérations à suivre par les instances d'évaluation. Et ça a l'air neutre, mais ce n'est pas rien. Ça a des effets importants. Alors je vais vous le montrer. Voilà la nomenclature des grades et des fonctions dans une des deux universités en 1970. Il y avait une filière enseignement et recherche, et il y avait deux principaux postes, le poste de lecturer et le poste de principal lecturer. À partir de 1972, la nomenclature s'élargit avec l'inclusion d'un poste de reader qui est spécialisé en recherche. Donc là, de fait, il y a trois filières qui se distinguent. Une filière polyvalente au milieu, enseignement et recherche, une filière enseignement à droite et une filière recherche à gauche. Et les flèches, ce sont les possibilités de déplacement à l'intérieur du système. En 1981, un nouveau grade est ajouté, c'est celui de professeur, donc c'est un niveau hiérarchique de plus. Et aujourd'hui, il y a un poste qui a été rajouté, c'est un poste de Research Fellow, donc un poste spécialisé en recherche. Donc on voit la multiplication des grades et des fonctions. De même, dans l'autre université, en 1970, il y avait 5 qualifications possibles. Aujourd'hui, après une réforme en 2006, il y a 9 postes différents. Et cette multiplication des grades et des fonctions ouvre sur une différenciation accrue des postes de travail qui a pour effet de singulariser la trajectoire de chaque individu dans le système. Et du coup, le système de carrière peut agir comme instrument de différenciation. Et je vais vous montrer que ce schème est repris par les universitaires eux-mêmes, mais il est 11h42, alors je n'ai pas le temps de présenter les entretiens. Ensuite, la production de normes et de critères de promotion, c'est une deuxième dimension du travail d'organisation. Je vous donne l'exemple ici de la formalisation des critères de promotion. Voilà, en 1979, ce qu'il fallait
vérifiés comme critères pour être promus. Donc il y a un premier critère, je ne sais pas si vous voyez, c'est un critère relatif à l'enseignement, teaching. Un deuxième critère, c'est d'être, d'être engagé dans la recherche. Et le troisième critère, c'est de faire aussi toutes les tâches d'examen, des tâches d'administration. Et quatrième, c'est montrer qu'on est engagé dans le travail en général et qu'on a envie de continuer à bien avancer. Alors ça, c'est en 79. Il faut donc, en 79, 9 lignes pour définir ça. En 74, c'était encore plus simple. C'était, voilà, le critère de promotion doit être la qualité de l'enseignement, de la recherche, du membre du personnel durant la période d'évaluation. 2 lignes. En 96, il faut 12 lignes et aujourd'hui, il faut une vingtaine de lignes. Donc on voit un petit peu tout ce travail de document, disons, de prescription de l'évaluation qui se fait en amont. Et enfin, le processus d'évaluation au sein des comités de pairs est lui aussi de plus en plus normé. Depuis les années 90, ces services centraux de l'université ont institutionnalisé une procédure standard qui est celle de, en gros, la publication officielle du poste suivie d'un classement officiel des candidats et suivi d'audition des candidats. Avant, le protocole pouvait être beaucoup moins standardisé. Ça a des conséquences sur, évidemment, comment se déroule un comité de pairs, mais également sur comment est structuré l'espace de concurrence pour l'octroi du poste et notamment la possibilité de mobilité externe qui n'existait pas dans la même mesure auparavant. Donc là, on va en arriver au troisième point de ma présentation, c'est de montrer les effets sur les carrières de ce que j'ai appelé ce versant organisationnel de l'évaluation académique qui se joue donc aux 2 étages que j'ai montrés. Donc ça, c'est le moment le plus important, je crois, notamment la deuxième citation que je vais reprendre. Voilà ce que disait le directeur pendant à peu près 30 ans des services administratifs d'une des universités que j'ai enquêtées. Donc c'est le numéro 2 de l'université après le président. C'est une personne qui avait beaucoup de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il dit ? C'était juste un acte de bureaucratie. Il parle, en fait, je l'avais interrogé sur ce phénomène-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette refonte des grades et des fonctions ? Oh, c'était juste un acte de bureaucratie. On a juste changé quelques mots sur un papier. Ça n'a absolument aucune incidence sur les carrières ou sur la profession universitaire. De même, un directeur de département parlait de l'entretien individuel annuel dont je viens de parler. Ça n'avait vraiment aucune importance ici. Ça a toujours été un processus relativement formel. C'était vraiment pas, ça n'apportait vraiment pas de changement. C'était juste a kind of box ticking exercise, c'est-à-dire une sorte d'exercice où il faut cocher des cases. Ça n'avait aucun intérêt. Donc voilà, ce que je montre, c'est que justement, si ça a des retombées sur les carrières. Alors voilà ce que j'ai fait à partir des CV d'universitaires des deux universités. J'ai fait une base quantitative de carrière. Alors dans ce graphique, on voit en fait disons, ici c'est l'axe du temps. Ça, c'est la première année de recrutement en tant que membre permanent dans une université. Et en vert figure la part des emplois d'enseignement et de recherche, donc, que j'ai appelé des emplois polyvalents. En violet, la part des emplois spécialisés en recherche et en orange, la part des emplois spécialisés en enseignement. Et on voit que la part des emplois monovalents est de plus en plus importante au fur et à mesure qu'avancent les carrières des individus. Donc il y a bien un phénomène de différenciation fonctionnelle qui joue. Alors ici, j'ai concentré l'analyse sur 122 individus de ma base, mais après, quand on regarde au niveau national, il y a 180 000
enseignants et chercheurs de l'enseignement supérieur au Royaume-Uni. On voit, alors là c'est une approche en termes de stock, on voit que les postes polyvalents ici en jaune, qui représentaient 90% de la masse salariale en 2001, sont tombés à 70%. Et en même temps, évidemment, les postes spécialisés en enseignement et en recherche ont augmenté sur la même période. Donc il y a plus de division du travail, mais il y a aussi plus de stratification institutionnelle. Alors voilà par exemple les effets du Research Assessment Exercise dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une évaluation qui sert de base pour la redistribution des dotations aux établissements tous les 5 ans. Alors au Royaume-Uni, il y a 163 établissements et il y en a qui touchent beaucoup plus que d'autres. Vous voyez, c'est une distribution très inégalitaire. Alors voilà la première université dans laquelle j'ai enquêté, elle touche beaucoup moins que la deuxième université dans les Midlands. Donc, d'une manière générale, ce n'est pas uniquement les carrières individuelles qui sont affectées par ces mécanismes d'évaluation, c'est la profession académique tout entière et disons, la plus importante transformation morphologique de la profession académique ces 30 dernières années, c'est sa différenciation interne. Donc, si on veut conclure et discuter, je terminerai en disant que l'évaluation du travail universitaire, on ne peut pas vraiment dire qu'elle s'est, si j'emploie ce terme un peu particulier, on ne peut pas dire qu'elle s'est déparitarisée. Il reste un rôle très important des comités de pairs. L'évaluation par les pairs reste très importante puisque les universitaires conservent le contrôle des opérations de jugement académique et de sélection. Donc, lorsqu'il y a un acte d'évaluation, généralement, ou presque systématiquement, ce sont des pairs qui maîtrisent cela. En revanche, ce que met en évidence mon enquête, c'est qu'il existe quand même un cadrage indirect qui résulte du travail d'organisation dont je vous ai parlé et qui est en partie effectué par les ressources humaines des universités. Donc ça valide de manière partielle la thèse du contrôle bureaucratique que j'ai évoquée au début de l'heure. Et donc, si on essaye de conclure sur ce point-là, on peut dire que depuis à peu près les années 80, la reproduction du corps académique dépend de moins en moins du modèle du comité de pairs et dépend de plus en plus d'un modèle d'évaluation ou de structuration de l'évaluation qui est davantage organisationnel. La deuxième question que ça peut soulever, c'est est-ce qu'on observe une tendance à la division du travail d'évaluation puisque, comme je l'ai souligné au début de la présentation, un comité de pairs procédait par évaluation, on va dire, holiste ou simultanée des différentes composantes du travail universitaire. Et il y a une remise en cause de ce principe d'évaluation simultanée, puisque certains des dispositifs sont des dispositifs d'évaluation soit de la recherche, comme le RAE, soit de l'enseignement, comme le dispositif de certification des enseignants. Donc cela soulève une question liée à la division du travail d'évaluation entre, d'une part, un travail d'évaluation de la recherche et un travail d'évaluation des enseignements. Et enfin, une question dont on peut parler, c'est est-ce que ce qu'on observe dans le monde académique converge avec ce qu'on peut observer dans les autres secteurs productifs. Est-ce que, par exemple, au sein de l'entreprise, on observe des formes de paritarisation du jugement ou de l'évaluation du travail, ou est-ce qu'on observe, par exemple, dans les arts, de nouvelles logiques organisationnelles similaires à celles que je viens de présenter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Simon. La première observation que je voulais, c'est une observation avant de poser une question, c'est au fond on a dans un certain nombre de pays qui ont des systèmes d'enseignement et de recherche développés, on a des façons de gérer ces questions qui sont assez différentes. Ce que tu viens de présenter pour le Royaume-Uni, c'est une sorte de différenciation endogène entre enseignement et recherche,
alors qu'en France, on a une différenciation statutaire. Il y a un corps de chercheurs dans un certain nombre de grands établissements, j'en ai été membre, donc je peux en parler, et il y a un corps d'enseignants-chercheurs sur lesquels tombe le problème de la différenciation endogène. Ce que tu as présenté ici, c'est en fait un mécanisme de différenciation endogène couplé à une hiérarchisation très très forte des établissements, qui est allée croissante. Donc c'est un diomorphisme. Les carrières et les établissements se sont différenciés de la même manière. Donc on a une sorte d'enchâssement des mécanismes qui, depuis l'organisation jusqu'à l'individu, sont à peu près homologues ou isomorphes. La question c'est, est-ce qu'on pourrait aller dans ce sens-là complètement en disant un individu doit gérer son travail comme un établissement doit gérer l'ensemble de son personnel? Est-ce que c'est les mêmes manières de faire qui sont peu à peu intégrées par les individus? Comment est-ce qu'un individu agit face à un système bureaucratique ou bureaucratisé d'évaluation? Est-ce que ces manières de travailler ont changé avec les mécanismes d'évaluation? Ou est-ce que simplement tu observes qu'il y a des carrières qui se différencient, essentiellement, plutôt recherche et plutôt enseignement, et le genre mixte? Ça, c'est une des manières de dire, mais l'autre, c'est est-ce que la façon de travailler elle-même, dans chacun des rôles possibles, s'est transformée? La deuxième question, c'est évidemment une question qui est très délicate, c'est où est la bonne justice? Quand on a des systèmes qui évaluent de manière arbitraire et autoritaire, il y existait il y a 50 ans des recrutements dans le bureau d'un grand professeur qui disait « vous me plaisez, je vous embauche ». Sans autre forme de procès. Et aujourd'hui, évidemment, on a l'inverse, on est obligé jusqu'à un niveau assez élevé, on est obligé de formaliser les procédures. C'est une protection contre l'arbitraire, et en ce sens-là, l'évaluation a un côté positif, on ne peut pas faire n'importe quoi, et de l'autre, c'est une pression. Donc, la communauté des universitaires, comment réagit-elle face à ça? Alors, tu as un cas magnifique qui est le Royaume-Uni, qui a connu cette évolution en 30 ans rapide et très cumulative. Et donc, la question est, cette évolution a eu lieu sans crispation et conflit majeur, du moins, il faut en parler, mais je pense que dans l'ensemble, les choses ont été faites, ont évolué très vite et sans bruit considérable. Donc, pourquoi? Quelles sont les positions des différents acteurs sur ces questions-là? Les syndicats, les enseignants eux-mêmes et leur situation, alors en fonction de leur propre situation. Les enseignants n'ont pas le même intérêt ou même procédure, etc. Et troisièmement, est-ce qu'il y a une manière de mesurer les gains et les pertes liées à ces transformations? Par exemple, quelle est alors, c'est une question à la fois d'indicateurs. Est-ce que ce système-là, en se réformant et en se transformant, a mis en place un ensemble d'indicateurs pour dire les changements vont dans le sens de gains, d'amélioration? Par exemple, je ne sais pas, les classements internationaux, l'Angleterre est beaucoup mieux classée que la France. Je ne sais pas, le potentiel de recherche et d'enseignement est peut-être comparable, mais il se trouve que la performance est supérieure. Bon, mais il y a d'autres facteurs possibles, d'autres critères, possibles d'évaluation de l'output, de ce qu'on gagne et de ce qu'on perd. Ça, c'était ma troisième question. Et ma quatrième question, c'est comment évalue-t-on l'enseignement dans ce pays? Et quelle est la différence avec ce dont tu as la connaissance ou l'expérience en France? Voilà, ce sont 4 questions que je vais poser tout de suite. Je vais essayer de répondre brièvement à chacune d'entre elles. Alors, qu'est-ce que font les individus dans ce système bureaucratisé d'évaluation?
Mon point de vue, je vais vous le montrer. Je ne sais pas comment on présente ça, bon, peu importe. C'est précisément, je vais vous citer une citation. Ah oui, bon. Je vais la lire, c'est pareil. C'est que précisément les individus ont tendance à prendre pour argent comptant les nouveaux systèmes, les nouveaux dispositifs bureaucratiques qui sont progressivement mis en place. Typiquement, les systèmes de carrière que je vous ai montrés, les nouvelles nomenclatures des grades et des fonctions ont été modifiés au cours du temps. On peut en faire cette généalogie que j'ai faite. Et en réalité, quand je fais des entretiens biographiques avec les universitaires, ils me racontent leur carrière et ils me la racontent dans ces termes-là. Ils me racontent leur stratégie de carrière dans ces termes-là. Ils reprennent les mêmes catégories sans les critiquer, sans en prendre une distance particulière. Donc voilà, par exemple, il y a un historien qui m'a dit que s'il voulait avancer dans sa carrière, c'était plutôt dans la filière enseignement parce qu'il ne pouvait pas candidater à la filière recherche parce que selon lui, il n'avait pas suffisamment de publications. C'est un mécanisme cognitif intéressant dont a parlé une collègue, Séverine Louvel, qui est à Grenoble, avec deux co-auteurs, Dany et Valette. Ils ont parlé de promotion script. L'idée, c'est de dire que ces structures académiques, ces catégorisations sont en fait reprises par les différents acteurs comme sur le mode du cela va de soi, et donc complètement naturalisé. Et c'est là que fonctionne un petit peu l'efficacité cachée du système. Donc voilà un petit peu comment pense un acteur dans un système qui a été transformé. Et les travaux de Marie Henkel également sur les identités des universitaires au Royaume-Uni. C'est une approche très subjectiviste qui cherchait à demander aux gens voilà, comment vous vous définissez, est-ce que vous voyez plutôt comme un chercheur, comme un enseignant-chercheur, comme un enseignant, ou bien comme un citoyen du monde, etc. Les gens répondaient à ce genre de questions et très clairement, ce qui ressort de cette enquête, c'est que les identités sont en transformation au Royaume-Uni et que de plus en plus, les individus ont tendance à se définir sous disons selon une mission particulière qui est celle de l'enseignement ou celle de la recherche, donc dans un profil monovalent. Voilà pour la première question. La deuxième question, c'est évidemment qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça donne des conflits quand un gouvernement Thatcher, puis Major, puis Blair poursuit finalement dans une temporalité assez linéaire des politiques de New Public Management Alors, il y a eu évidemment quand même des conflits, j'en parle pas ici, mais alors il y a, premièrement, il faut savoir que on explique quand même la moindre efficacité des syndicats et de l'action collective au Royaume-Uni par rapport à la France dans le fait qu'ils ne sont pas protégés par un statut d'emploi à vie. Précisément depuis que Margaret Thatcher et son gouvernement ont aboli l'emploi à vie en 1986. Et donc du coup, on est dans une situation où la compétition se mêle à la collaboration et à l'action collective. Finalement, ça rappelle une chose fondamentale qu'avait souligné Pierre Bourdieu, c'est que les universitaires sont à la fois des pairs et des concurrents. Et en Angleterre, c'est tout à fait vrai. Et c'est d'autant plus compliqué également qu'une partie de l'action gestionnaire qui est effectuée par les universités et que j'ai montré aujourd'hui a en réalité été effectuée à la fois par des bureaucrates dans des services spécialisés, mais aussi par des universitaires, notamment l'élite des universitaires au sein de chaque université qui siègent dans des comités de gouvernance des institutions. Donc,
Il y a une hybridation également de la contribution de certains universitaires qui sont également un petit peu managers sur les bords. Donc c'est un petit peu compliqué d'essayer d'opposer deux blocs, d'un côté les universitaires, de l'autre des managers. En réalité, la profession elle-même se différencie au regard de, disons, la collaboration à l'action managériale ou l'opposition à l'action managériale. Par rapport à la question de est-ce que tout cela, tous ces effets améliorent le système, l'efficacité du système d'enseignement supérieur britannique, si je réponds à cette question, je vais devoir donner mon opinion. Donc c'est pas très facile, mais si on s'en tient à des faits, des choses factuelles, c'est que très clairement, depuis les années 80, il y a beaucoup plus de mobilité académique interinstitutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de flux d'universitaires d'un établissement à l'autre, alors qu'avant, une carrière se déroulait presque principalement dans un système promotionnel interne où on gravissait ou pas les grades au sein d'une même université. Donc là, il y a premièrement plus de mobilité et deuxièmement, une production scientifique, si on la mesure en termes quantitatifs, qui augmente. Donc il y a des données là-dessus sur la production scientifique au sein des universités britanniques et il y a effectivement des tendances à, on pourrait presque dire, une inflation des publications tellement ça a explosé dans les années 80, 90, 2000. Mais il faut évidemment regarder de plus près la qualité de ces travaux et puis il faut aussi mettre en relation cette inflation des publications avec l'inflation du nombre de revues qui existent. Et enfin, sur l'évaluation de l'enseignement, il y a plusieurs pratiques. C'est un des grands programmes depuis 1997 au Royaume-Uni. Le gouvernement veut absolument que les enseignants soient plus qualifiés, soient plus évalués, et donc ils mettent en place ces programmes de formation qui s'appellent souvent Learning to Teach. Alors, comment on peut apprendre à enseigner ? Et ça pose évidemment pas mal de problèmes et ça soulève beaucoup de débats. Je vais vous donner l'exemple de la réaction. Visibilité réduite sur l'écran. Oui, non, mais je vais lire. Oui. Voilà la réaction d'une de mes enquêtées par rapport à cette histoire de formation. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que c'est que cette formation que vous devez faire ? Alors, elle m'a dit, voilà, le programme s'appelle Postgraduate Certificate of Academic Professional Practice. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire Academic Professional Practice ? Elle m'a dit, teaching. Et elle a rigolé. Donc ça veut bien dire que pour elle, qui est universitaire, c'est pas forcément un programme très sérieux, elle ne prend pas ça du tout au sérieux. En revanche, quand je lui ai dit, alors, est-ce que vous aviez à la faire cette qualification, cette certification ? Elle m'a dit, oui, j'ai eu à faire cette qualification, j'ai dû suivre la formation, ça m'a pris 2 semaines, j'aurais préféré écrire des articles pendant ce temps-là, mais je ne pouvais pas, parce que pour mon maintien en poste, il fallait que je passe cette certification-là. Donc on voit que c'est un petit peu ambigu, quoi. C'est des formations qui sont développées dans chaque université. Les gens qui font ces formations-là s'appellent des Educational Development Professionals. Ils s'autodéclarent professionnels du développement. Eux-mêmes ne sont pas des enseignants, ce sont généralement des anciens enseignants du secondaire ou des gens d'origine professionnelle plus diverses. Certains sont titulaires d'une thèse. Et voilà, ils préparent des ateliers de préparation, de formation à l'enseignement. Voilà. Une des questions, c'est est-ce que ça constitue vraiment une évaluation ? Et mon point de vue, c'est que pas vraiment, parce qu'en réalité, tous les universitaires qui suivent cette formation sont qualifiés à la fin presque automatiquement. Donc, mais par contre, il y a un mécanisme de certification qui joue. Je vais juste ajouter un commentaire avant de clore la session, le séminaire. C'est évidemment les transformations actuelles via notamment les technologies de diffusion en masse des contenus des enseignements
vont peut-être agir dans le sens d'un certain formatage, au moins par le mécanisme de la compétition, dès lors que des enseignements sont diffusés en ligne. Celui-ci l'est, donc le collège est à l'avant-garde, si on veut, en tout cas en France, mais aussi peut-être au plan international. Le Collège de France est un palais de verre, il transmet tout sous forme de bien public, mais il est vrai qu'à partir du moment où des enseignements sont diffusés en ligne, on va assister à des mises en forme de l'enseignement pour correspondre à des standards compétitifs, etc., etc. Donc il se peut que ce qui était contenu dans l'espace quasi privé d'une salle de cours ou d'un amphithéâtre et dans une relation singulière entre un enseignant et des étudiants qui éventuellement sont prêts à l'évaluer, ce qui était déjà une transformation, mais avec un impact relatif. Ça n'a jamais été vraiment étudié à grande échelle, je crois, ce serait pourtant intéressant. Bien cet aspect-là d'espace confiné et clos, et bien maintenant on assiste à une ouverture de toutes les portes et fenêtres via la technologie. Donc ce sera un cas intéressant. L'autre commentaire, mais vraiment bref, c'est qu'il est aussi important de prendre la mesure des différences entre les différentes disciplines scientifiques pour tous les aspects que nous avons évoqués. Par exemple, le financement de la recherche, évidemment, ne se fait pas de la même manière en sciences humaines et en sciences de la vie ou en sciences physiques et chimiques, etc. Et donc, le formatage des actes de travail via l'ouverture à l'environnement est extrêmement différent. Mais ça nous ouvre à un autre chapitre du, j'espère, livre que tu vas bientôt publier à partir de cette excellente thèse. Et je te remercie beaucoup pour cet exposé qui était dans la même veine de qualité. Merci et bonne journée.